Amis de l'induction, bonjour. Je profite de ce dernier jour de vacances pour vous présenter un système de chauffage à induction qui est le grand frère de celui que je vous avais présenté il y a déjà quelques temps. Je vais en profiter pour vous filmer en live les premiers essais faits avec ce module, je ne l'ai encore jamais branché, et vous en faire profiter. Alors allons-y. Pour info, voilà le petit module que je vous avais présenté, qui va aller dans les 8 euros. Et ça, donc c'est celui que je vous avais montré lors de ma première présentation. Et maintenant, je vais vous montrer donc son grand frère que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme on peut voir, c'est un module qui est beaucoup plus important, beaucoup plus lourd. Donc il est constitué, comme on peut le voir, de deux MOSFET de puissance ici montés sur des radiateurs. Ici de self et de toute cette banque de condensateurs qui vont servir au circuit oscillant avec cette bobine qui est livrée avec, donc la bobine d'induction qui on voit est faite avec un tube creux. Donc la bobine se monte comme ceci directement sur le circuit. Alors c'est quelque chose de très très simple, d'ailleurs on trouve facilement un schéma qu'on trouve un peu partout sur le net. Alors par contre bien sûr ça consomme beaucoup de courant et comme il le dit dans la doc, la puissance HF restituée dépend vraiment de la tension et du courant qui est fourni. Bon, c'est plutôt comme ça a priori de bonne qualité. Alors il y a juste un truc qu'il faut faire très attention. Si on regarde ici les trous les petites entretoises là, c'est moi qui les ai mis, c'est pas fourni avec. Et elles sont pas isolées, mais a priori c'est les deux côtés du circuit, ce qui fait que si on les monte avec des entretoises métalliques par exemple, sur un châssis métallique, on va tout court-circuiter. Donc ça faut y faire gaffe. Bon, moi j'ai mis des petites entretoises ici plastiques. Et donc voilà, puis il y a une petite LED là pour indiquer le fonctionnement. Donc honnêtement, c'est pas tellement intéressant de le faire soi-même, parce que déjà trouver ces condensateurs là, c'est un peu des condensateurs spéciaux, c'est pas facile. Puis en même temps, fabriquer une bobine comme ça sans les outils qui vont bien, c'est quand même pas évident. Donc voilà, ce qu'on a quand on achète ce truc là, on a que ces deux choses là. Alors bien sûr ça suffit pas pour le faire fonctionner. Alors déjà une chose qui, c'est pas indispensable, mais moi je pense que c'est quand même très important, c'est d'avoir un refroidissement. Alors, pour refroidir cette bobine, le plus simple, vu qu'elle est creuse, c'est de faire passer de l'eau dedans. Alors, pourquoi c'est important? Alors, la bobine en elle-même, c'est pas, elle chauffe pas. Elle va surtout être chauffée parce que ce qu'on va mettre à l'intérieur va très vite monter à des très hautes températures, et aussi bien par rayonnement que par convection, surtout sur le cuivre qui est très bon conducteur de chaleur aussi. Et ça va vite avoir des températures très importantes qui, au pire, à la fin, pourraient même l'endommager. Alors pour le refroidir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une de ces petites pompes que j'avais justement acheté dans ce but là sur Banggood, je crois que je vous les avais montré dans un QDN. Et donc c'est une petite pompe qu'on met carrément dans l'eau et qui va ici donc débiter assez, alors pas besoin de faire passer des mégalitres par seconde, mais ça va être assez suffisant je pense pour faire circuler de l'eau à l'intérieur. Alors pour l'alimenter, ça s'alimente de 2 à 6 volts. J'ai repris un petit module comme ça, j'en ai plein de ces petits modules là, donc voilà, ça c'est pas plus bête. Et ici, je vais relier ça avec du tube pour aquarium, du tube silicone qui est très très souple, ici. De toute façon, je mettrai aussi un petit thermomètre pour mesurer le truc. Alors, dans l'idéal, il faudrait faire passer l'eau dans le radiateur et tout. Enfin, dans un premier temps, je vais le faire dans un petit bac. Ça devrait être suffisant, vu déjà la masse de l'eau. Alors ensuite, bien sûr, il faut l'alimenter. Alors c'est ça qui est pas facile. C'est ce truc-là. Alors ça s'alimente, ils disent, de 12 à 48 volts à peu près. Sachant que plus on va lui donner d'ampères, plus on va avoir de puissance. Alors là, l'idée, c'est de trouver la ligne qui va bien. Et surtout de trouver une alim qui coûte pas trop cher, parce qu'on en trouve des alims qui vont très bien, mais ça coûte très vite quand même très très cher. Donc là, en cherchant, j'ai trouvé cette alim là, c'est une 24 volts donnée pour 16 ampères. Alors c'est pas le maximum de ce que ça peut faire, mais enfin bon, d'un autre côté, je pense que ça devrait déjà commencer à le faire. De toute façon, j'ai aussi un peu peur que si on tire un peu trop dessus, l'électronique, je suis pas sûr qu'elle vive très longtemps. Donc c'est une alim qui est refroidie, protégée normalement contre les surcharges. Et ça, je l'ai payé, je sais plus combien, une vingtaine d'euros, je crois, pour compris. Et ici, donc, il y a le bornet de sortie. Alors, c'est des alims qui sont donnés non pour alimenter des LED, mais enfin bon, ça alimente ce qu'on veut. Alors, même si pour l'instant, je ne vais pas faire un montage définitif
je vais faire un montage temporaire. Je me suis quand même fait ici, alors j'ai recyclé le vieux cordon de mon sèche-linge en mettant ici les cosses à fourche qui vont bien pour les monter sur ce truc là. Je vais bien sûr mettre un petit voltmètre en sortie. Tous ces fameux petits voltmètres à 2-3 euros sont bien assez précis pour me donner quand même une idée de la tension de sortie. Et je voulais bien sûr mesurer le courant. Alors le courant, en gros, on va dire jusqu'à à peu près 20 ampères. Alors ça se mesure pas comme ça, hein, 20 ampères. Ce que j'ai fait, j'ai pris ici un shunt, hein, c'est un vieux shunt que j'avais. Voilà, et ici ce galvanomètre. Et bah, le hasard fait, hein, j'ai fait des mesures que en gros, pleine échelle, ça fait quasiment 20 ampères. Donc c'est exactement dans ce que je veux. L'avantage en plus d'un truc analogique comme ça, c'est qu'on verra très bien les variations, pas besoin d'alimentation. Et donc je vais mettre ça en série. Alors c'est un shunt qui fait, si je me rappelle bien, 0,01 ohm. Donc on devrait avoir vraiment un minimum de pertes. Hein. Je crois que c'est de l'ordre de 20 millivolts les pertes maximum. Donc ça va vraiment le faire. Et en même temps, bien sûr, il faut trouver les câbles qui vont bien. Ces câbles, je les ai fabriqués spécialement. Alors là, encore une fois, attention, il va passer beaucoup de courant. Je rappelle que quand on commence à être dans des courants de 10-20 ampères, si on met des câbles avec de la perte, bah, très vite, hein, 0,1 ohm, ça fait déjà perdre 1 volt hein, sous 10 ampères. Donc ça va quand même assez vite. Là j'ai pris ce câble souple là que j'avais à l'époque acheté pour faire des essais de mon poste de soudure par point et qui collait pas. Et ici j'ai mis aussi les connecteurs qui vont bien pour pouvoir brancher tout ce petit monde. Et finalement, bien que c'est pareil, c'est peut-être pas indispensable, ça peut être que bien. Comme j'ai la chance là d'avoir eu récemment ces petits ventilateurs, je vais pouvoir les coller directement au plus près des radiateurs là, des transistors. Et ce qui fait un refroidissement qui est très efficace. Hein. C'est pas pour rien qu'ils utilisent ça beaucoup sur les microprocesseurs. C'est que de mettre comme ça un petit radiateur, un petit ventilo directement au plus près de la source, et ben ça augmente énormément les dés de radiateur. Alors, ces petits ventilos, c'est des 12 volts. Alors, ben, je suis en 24 volts. Bon, comme il ne consomme pas beaucoup, je vais mettre une résistance en série. Alors, c'est pas terrible, mais je veux dire, ça va le faire. Ici, c'est pas une bonne idée de les monter tous les deux en série, parce que ce genre de moteur, c'est des moteurs, je veux dire, électroniques, hein, des moteurs sans balai. Et vu leur forme de courant, les mettre en série, généralement, ça fait des bêtises. Donc voilà pour ça. Et ensuite, alors là, peut-être que je m'avance pour rien, mais mon but avec ça, c'est, alors bien sûr, de chauffer très rapidement des métaux, parce que ça peut être intéressant pour faire des traitements thermiques, des trempes, des choses comme ça. Mais aussi, j'aimerais bien fondre du métal. Parce que moi, j'ai toujours envie de faire des petits projets de fonderie pour fondre des pièces à cire perdue, des choses. Là, je vais utiliser ce petit crucible hein, que j'avais acheté. Alors, pour info, ils en vendent des très beaux en carbone. Hein, j'en ai un, mais il est trop gros. Ici, donc ça, c'est quelque chose qui est dans une matière qui tient, je crois, plus de 1000 degrés. Hein, donc là, ça va le faire. Avec ici ce petit moule là, que je vous avais déjà présenté dans un QDN. Si j'arrive à fondre du métal, je pourrais les mouler dedans. Et bien sûr, la super pince spéciale qui va bien pour manipuler ça sans se brûler. Alors voilà, il n'y a plus qu'à brancher tout ça et on va voir ce que ça donne. Voilà, alors déjà il faut savoir que là je ne vais pas pouvoir utiliser mon micro, donc j'utilise le micro du caméscope, hein, je suis désolé si le son est un peu moins bon. Alors pour commencer, j'ai mis en place le système de refroidissement. Alors avant toute chose, quelque chose qui est très important au niveau de la bobine que j'ai oublié de dire, cette bobine c'est un tube de cuivre, elle n'est pas isolée. Et la façon dont elle est livrée, elle est complètement compressée, ce qui fait que toutes les spires ici sont en court-circuit. Et ça, bien sûr, ça fait que ça ne fonctionnera pas. Donc j'insiste sur le fait, hein, j'essaie de bien le montrer, qu'il faut commencer par écarter légèrement toutes les spires avec un tournevis, hein, c'est facile à faire, pour qu'elles ne se touchent pas. Parce que bien sûr, si elles se touchent, ça sera en court-circuit. J'ai fixé ici mon tube silicone, comme on peut le voir, et ma pompe avec un système hein, un peu bricolé vite fait sur le gaz. Hein. Et donc là déjà on voit que quand je le mets en route, voilà, on voit facilement qu'il y a un bon débit d'eau dans le système qui refroidira ça. Alors en même temps j'ai mis un petit thermomètre là sur l'eau, ça permettra de mesurer la température. On voit, bon pour l'instant c'est à l'ambiant à peu près, à 18 degrés. Donc cette partie là est faite. Alors maintenant on va pouvoir brancher le système. J'ai tout monté, donc j'ai mis ici la lime, je l'ai mis un peu en biais de façon à faciliter la circulation d'air.
Donc ici, j'ai mon ampèremètre qui me permettra de voir la consommation en temps réel. Ici, donc, le thermomètre. Ici, le voltmètre. Hein, on retrouve ici le shunt. Et donc, j'ai tout branché. Alors, je suis franc avec vous, hein, c'est vraiment du live. Je n'ai absolument pas fait d'essai avant. On va vraiment découvrir ça en même temps. Alors, si ça se trouve, il y a tout qui va péter. On va voir ça. Alors, bah, a priori, j'ai tout bien branché. Alors, attention les yeux. C'est parti. Alors, il y a l'eau qui coule bien. Ça marche. On peut voir ici que il y a bien la LED qui est allumée au niveau du système. La consommation est de l'ordre de 5 ampères. C'est à peu près conforme à ce qu'ils ont dit. Alors, la tension ici est de 24,2 volts. Alors, j'intéresse à ce qu'elle soit la plus haute possible, donc je vais la régler ici pour que ça monte au maximum. Donc ici, elle est de 27 volts. Donc a priori, bah, tout a l'air de marcher. Voilà, alors allons-y, on va faire un premier essai de chauffage. Donc là, je mets une tige. On voit que la consommation augmente au niveau du système. Là, elle est à plus de 10 ampères. Par contre, on voit que la lame chauffe. On peut voir que la température de l'eau a augmenté, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc on va essayer de la chauffer un peu plus. Là, on voit que la consommation en courant, c'est ça, elle est un peu plus de 10 ampères. Et on voit que ça marche vraiment bien. Là, on voit que la barre vraiment chauffe très rapidement au rouge. Ok. Donc là, c'est assez encourageant. On voit qu'on peut assez facilement chauffer du métal très très rapidement. Ça peut être intéressant pour faire du trempage, des choses comme ça. On voit quand même que l'eau de refroidissement a monté de température. Enfin, c'est toujours acceptable. Hein, c'est à 33 degrés. Et maintenant, on va faire plutôt un essai pour fondre du métal. Donc voilà, j'ai mis ici le bout d'alu. Alors attention, on va relancer le système. Donc là, le courant est pas énorme. J'ai peur que ça ne fonctionne pas bien parce que avec un si petit courant, c'est que a priori. Donc là, j'essaye de bouger un petit peu le bout d'alu pour voir si ça change quelque chose. Ah, là, le courant est plus fort. Ouais, mais c'est mon tournevis en fait qui fait ça. Alors, ce qu'on va essayer de faire, je vais couper un instant et on va mesurer avec ce deuxième thermomètre la température dans le creuset. 368. Alors, c'est chaud, mais on est bien loin des 600 qui sont nécessaires pour fondre de l'aluminium. Donc là, je vais te faire un essai. Hop là j'ai mis donc un bout de métal à l'intérieur. Donc le bout de métal, on voit chauffe au rouge, en espérant que ça fasse aussi fondre l'aluminium par le fait que bah, ça va le chauffer beaucoup plus. J'ai mis deux barres de métal qui, elles, sont chauffées au rouge. On voit que la consommation là a beaucoup augmenté. Mais ce que j'espère, c'est que ça va fondre l'alu parce que justement, là, ça va mettre une température qui, pour le coup, est très très haute à l'intérieur du creuset. Et bien ça marche. Là, l'aluminium a fondu. On voit que l'eau de refroidissement là est passée à 55 degrés. Hein. Et en mettant en fait ces deux barres, et on voit que là pour le coup ça a fait monter assez la température et on voit que l'aluminium ici est complètement fondu. Donc en gros c'est ça l'astuce, il semblerait, c'est de rajouter dans le mélange des barres d'acier qui elles vont chauffer suffisamment pour faire fondre le mélange. Alors voilà, on va essayer de faire un coulage pour voir. Alors j'ai prévu un petit récipient là pour refroidir les barres de métal. Alors allons-y, on va enlever la première. Là on voit que c'est vraiment bien rouge. La deuxième. Et maintenant on va essayer de couler notre creuset. Donc on va déjà arrêter le système. Voilà. Et on va essayer de
couler notre aluminium. Donc voilà, bon, c'est un petit peu loupé ma coulée là. Maintenant, il n'y en a peut-être pas assez non plus. Ou c'était peut-être un peu trop refroidi. Je suis quand même très satisfait, hein, je suis satisfait parce que le système fonctionne très bien. On voit que pour chauffer des métaux ferreux, ça monte bien en température. Et que bon, pour fondre du métal, on y arrive de façon indirecte. Mais c'est plutôt bien. Et on voit aussi que le système de refroidissement là, est quand même très efficace, hein, parce qu'on voit que l'eau a bien fait son rôle. Elle est chaude, mais je pense que si je l'avais pas mis, ça aurait quand même cramé beaucoup plus le cuivre. D'ailleurs, on trouve d'autres vidéos en anglais, hein, sur ce module. Et souvent, on voit que tout le truc, il est quand même bien plus cramé. Donc là, ça le protège. Alors bon, maintenant, c'est comme tout, il faudrait d'autres expérimentations. Mais globalement, c'est quand même, je dirais, plutôt une réussite. Et je suis assez content de ça. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire, hein, sur ce petit module, hein, que je vous conseille quand même. Hein. Et alors j'ai mis un lien dans la vidéo qui vous permettra d'accéder sur la page facilement. Et c'est quand même un rapport qualité-prix très intéressant, hein, surtout que je vous dis, ça comprend et l'électronique et la bobine. Là, on voit que les transistors, ils sont chauds, mais sans plus. Mais c'est pareil, hein, je pense que les petits ventilos que j'ai mis dessus ont bien amélioré ça. Donc voilà pour aujourd'hui, que Nanoche, le grand roi des selfs, vous baigne d'ondes positives et à bientôt pour de nouvelles vidéos.